Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Eduardo Galeano, le grand écrivain uruguayen, auteur en 1971 d'un livre retentissant sur le pillage de l'Amérique latine par l'Occident, disait de l'utopie que son principal intérêt était que, en reculant sans cesse devant la personne qui la poursuit, obligeait cette personne à cheminer. Michel, qui est aujourd'hui notre invité, a passé sa vie à cheminer, peut-être à la recherche de l'utopie, mais en tout cas en multipliant à cette occasion, à l'occasion de ces cheminements, les rencontres, les échanges, aussi bien avec des personnes du continent africain, mais surtout avec des latino-américains, et en particulier avec des boliviens, mais pas que. Et il a, à cette occasion, apporté son aide à des personnes en difficulté. Il est mu, comme il le dit dans un livre qu'il a fait paraître il y a quelques années, qui s'appelle « Journal de Bolivie », il a été mu par une idéologie égalitariste. C'est-à-dire qu'il souhaiterait que tout le monde bénéficie des mêmes conditions d'existence, de conditions d'existence décentes, ce qui est loin d'être le cas quand on connaît l'approfondissement constant et l'étendue des inégalités sur notre planète. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Michel, c'est qu'il est revenu, au moment de sa retraite, en 2012, il est revenu à ses premières amours. C'est-à-dire qu'il est revenu sur un terrain sur lequel il avait travaillé, qui est la Bolivie, où il avait travaillé presque 50 ans auparavant. Et là, il est revenu travailler dans des communautés villageoises de l'altiplano, c'est-à-dire de la montagne. Mais avant d'aborder son travail et le compte-rendu qu'il en a fait dans ce journal de Bolivie, rappelons que la Bolivie, c'est un pays qui est 2 fois grand comme la France à peu près, qui a moins de 12 millions d'habitants, mais qui a la particularité, qui partage avec les autres pays d'Amérique latine et peut-être encore plus que certains autres, des inégalités terribles, puisque, par exemple, dans le monde rural qui intéressait Michel et son épouse, il y a à peu près 70% des exploitations agricoles qui sont des minifundios, c'est-à-dire des exploitations de moins de 3 hectares. Et ces exploitations très nombreuses, elles ne recouvrent que moins de 2% de la surface agricole. Alors que les grandes exploitations, les très grandes exploitations, les latifundios, en représentent plus des 3/4. Ça donne un petit peu une idée des conditions d'existence des populations montagnardes, d'origine quechua, qui sont justement dans le massif andin, qui occupent ces très petites exploitations. Par ailleurs, il faut savoir que la Bolivie est un pays pauvre entre guillemets, parce qu'elle recèle quand même plus du tiers des réserves mondiales de lithium, elle a des richesses minières importantes, elle a du gaz naturel, et il faut savoir aussi que ce pays progresse actuellement, et il a progressé en particulier, non pas au plan de la réduction des inégalités, mais surtout au plan de l'amélioration des infrastructures pendant les 3 mandatures d'Evo Morales de 2005 à 2019. Donc voilà un petit peu quel a été le terrain de Michel et de Hélène, son épouse. Ce qui est admirable dans la démarche de Michel, c'est la continuité, c'est la constance avec laquelle l'un et l'autre se sont attachés à l'amélioration des communautés sur lesquelles ils ont travaillé, en plein milieu andin, pas très loin de la ville de Sucre. Ces communautés sont des communautés de minifundios, mais assez structurées, puisque les syndicats, le syndicat national a une puissance quand même importante dont il faut tenir compte, et ceci s'ajoutant à ce dont ont hérité les communautés dans lesquelles il y avait une certaine vie communautaire, fait que c'est un terrain favorable à des expériences telles que celle de Michel, c'est-à-dire aider ces communautés à se construire une autre vie. Mais j'ai déjà été trop long
Et maintenant, je voudrais donner la parole à Michel, d'abord en le remerciant d'être venu, et puis en lui demandant de nous retracer sa démarche dans l'entreprise qu'il a faite avec le secours du Conseil départemental de la Corrèze et de la région Limousin, et qui est une démarche caractéristique de coopération décentralisée, mais dans laquelle il a eu un rôle essentiel. RLP, j'écoute local, je pense global. Michel, comment pouvez-vous rappeler à nos auditeurs comment vous est venue l'idée de revenir comme ça en Bolivie, où vous aviez travaillé de 1972 à 1981, alors beaucoup plus jeune que vous ne l'êtes maintenant, de revenir sur ce terrain presque 50 ans, pratiquement 50 ans plus tard. Bon, merci de me donner la parole, merci de m'inviter. Bon, il faut que je sois synthétique, mais j'ai envie de faire remonter l'histoire à 1964. Pour vous, Jean-François, cette date n'évoque rien. Mais pour moi, c'est une date importante parce que c'est à cette date que s'est produit le coup d'État militaire au Brésil. Ce qui a entraîné donc, le départ de Paulo Freire, donc, qui est un pédagogue brésilien, qui avait mis en place une vaste campagne d'alphabétisation conscientisante et qui a dû fuir son pays et qui est venu en France et qui a créé un institut qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, l'INODEP, Institut National du Développement des Peuples. Et quand je suis rentré donc d'un volontariat en Équateur, en 1976, j'ai eu la chance de suivre un certain nombre de séminaires, d'ateliers animés donc à l'INODEP sur les concepts de conscientisation, d'éducation populaire, d'enquête conscientisante. Et j'ai eu donc la chance de mettre en œuvre donc ces concepts sur un territoire de petites propriétés agricoles aussi en Bolivie, puisque Frères des Hommes m'avait demandé donc d'ouvrir un projet. Et nous avons travaillé avec des populations donc quechua dans une province qui s'appelle Nord-Cinti sur les concepts donc prônés Paulo Freire. Et ça a été une expérience avec mon épouse, donc une expérience très forte. Et quand nous avons donc pris notre retraite, nous avons finalement choisi, bien que nous connaissons d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, nous avons choisi de retourner en Bolivie. En 2012, avec mon épouse, donc nous avons fait une petite mission donc, de reconnaissance où nous avons réactivé notre réseau d'amis boliviens. Oui. Et nous sommes, je ne vais pas tout raconter, mais nous sommes tombés un peu par hasard dans cette communauté de Morado Casa, donc comme vous l'avez dit, dans le département de Chuquisaca, à 75 km de Sucre, où il y avait donc une ex-hacienda qu'avaient acheté donc les paysans il y a une cinquantaine d'années. Et cette ex-hacienda, cette grande bâtisse, était en ruine. Et les paysans rêvaient d'en faire un centre de formation paysanne. Alors, cette bâtisse, cette ancienne hacienda, elle avait été achetée par des paysans, mais grâce quand même au fait qu'existaient entre eux des liens communautaires, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ces paysans, je crois que c'était de l'ordre de 70 familles, travaillaient sur cette ex-hacienda. Et évidemment, ils se connaissaient tous et il y avait un esprit communautaire. Et ils se sont réunis et ils ont acheté les terres qu'ils se sont réparties. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes sur un territoire donc, de petites propriétés agricoles, de ce qu'on appelle en Bolivie le minifundio. Et cette bâtisse est restée inutilisée et elle est, comme nous l'avons découverte en 2012, elle était en ruine. Et les paysans rêvaient d'en faire un centre de formation. Petite parenthèse aussi sur, vous l'avez légèrement évoqué, sur la petite propriété agricole qui existe en Bolivie, c'est un héritage de la révolution de 52-54, où il y a eu donc une réforme agraire significative et qui a réparti les terres des ex-haciendas, justement qui dataient de la colonisation espagnole, qui a réparti la terre aux paysans. Oui, mais en laissant subsister quand même les latifundios. Ah oui, mais ça c'est sur la partie amazonienne. Oui. Hein. Alors, ce bâtiment, ça va être le centre de votre action. Voilà. Puisque, comme vous l'expliquez dans votre journal, très détaillé. C'est extraordinaire de lire ce journal parce que quand une serrure commence à se décrocher un petit peu, vous remettez une vis. Hein, et la plupart du temps, c'est vous. Donc, ce grand bâtiment... Alors, à ce propos-là, je vais faire une petite quand même incise pour signaler à nos auditeurs, leur recommander d'aller sur le site de Michel, qui s'appelle Horizon 19,
horizon au pluriel 19.com. Et là, ils découvriront un magnifique documentaire qui a été fait par Michel, une vidéo qui montre un petit peu ce qu'est cette hacienda, ce que sont ces bâtiments de l'hacienda et ce qui en a été fait, et en particulier ce qui, dans les patios, a été fait sur les murs par un peintre du mural qui est devenu un ami de Michel et qui représente des scènes de la vie paysanne andine d'une manière tout à fait magnifique et émouvante. Allez voir cette vidéo sur le site d'horizon19.com. Alors, comment avez-vous mis en œuvre toutes les techniques de conscientisation, de mobilisation, de mobilisation des esprits que vous aviez appris au cours de vos formations successives dans cette communauté pour mettre les gens au travail en arrivant à les convaincre qu'il fallait que tout le monde se retrousse les manches pour faire de ces bâtiments un centre de formation où ils apprendraient des choses qui leur seraient éminemment utiles. Je me permets d'abord une petite réflexion sur le mot « convaincre ». D'un point de vue pédagogique, moi je ne suis pas, et d'ailleurs Paolo Freire, j'applique en fait la pédagogie de Paolo Freire, en disant « ne cherchons pas à convaincre, comme le font les partis politiques, comme le font les marxistes, comme le fait la société dominante, mais cherchons à faire réfléchir. Et j'en reparlerai tout à l'heure. L'engrenage donc du travail que nous avons mis en œuvre sur ce territoire donc de petites propriétés agricoles, il se trouve dans une visite à une librairie de La Paz où j'ai découvert donc des livres sur le concept du buen vivir, du bien vivre. Et notamment donc le livre de Fernando Buonacuni qui nous explique dans son livre cette conception du buen vivir, du bien vivre. Et dites-le-nous aussi en quechua. Oui. El sumac causai, et en aymara, el sumac camaña, en aymara. Et c'est important de me demander ça, parce que c'est d'abord un concept avec ses racines quechua et aymara. Moi, j'ai été tout de suite... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ce concept, il est directement relié à celui de la sobriété heureuse ? Pas directement, mais moi je peux le relier, parce que je lis évidemment Pierre Rabhi, j'ai lu La sobriété heureuse, et nous sommes évidemment dans un contexte très différent, hein, mais c'est vraiment, je dirais presque deux choses presque identiques. Hein, la même dynamique que propose Pierre Rabhi, c'est celle aussi du sumac causai. Hein, évidemment dans un contexte historique, politique, culturel complètement différent. Hein. Alors, comment avez-vous procédé pour justement mobiliser j'emploie peut-être encore un verbe qui est excessif, mobiliser ces communautés et les convaincre de se mettre, ou obtenir plus exactement leur adhésion pour qu'ils se mettent au travail ensemble afin de réaliser un lieu qui leur serait propre et où ils recevraient des enseignements, des formations qui leur seraient utiles. Et le défi, le terme mobilisé... Est-ce que le défi a été seulement matériel ou bien est-ce qu'il y a eu autre chose ? Ah oui, non, c'est un véritable défi parce que les paysans que nous avons connus donc il y a 40 ans sont différents des paysans que nous côtoyons aujourd'hui sur ces communautés où se trouve le centre de formation. Je me permets une petite parenthèse. Je dirais que l'écart culturel entre les paysans que nous avons connus avec mon épouse il y a plus de 40 ans, avec nous-mêmes, et l'écart culturel que nous avons découvert donc avec les paysans avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, c'est vraiment amoindri. C'est-à-dire que je considère que les paysans que nous connaissons en Bolivie avec lesquels nous travaillons se sont occidentalisés. Oui, se sont rapprochés de vous. Oui, culturellement. En ce sens, culturellement. Culturellement. Ce qui est à la fois donc une bonne chose, parce que c'est peut-être plus facile de rentrer en contact, mais qui est aussi très problématique dans la perspective de construire le point de vue. Soyons directs. Est-ce que c'est parce qu'ils utilisent des smartphones et qu'ils voient sur ces smartphones tout ce qu'on peut y voir que cet écart s'est rétréci, ou bien est-ce que c'est parce que les mentalités ont évolué et puis qu'un certain nombre de conditions de vie se sont améliorées, ce qui se traduit par exemple par l'évolution de l'IDH que j'évoquais tout à l'heure ?
Je dirais que d'une façon générale, la culture dominante, qui d'abord pénètre à travers les grandes villes, pénètre les campagnes aujourd'hui. La télévision, il y a les paysans qui ont la télévision, le smartphone, presque tous les paysans, les radios. Le monde de la ville où le mari va travailler, donc il migre temporairement, va travailler dans ces grandes villes, et la grande ville véhicule tout un tas de valeurs, toute une vision du monde qui a des répercussions, je dirais, globalement négatives sur les communautés et la vie familiale. Le mari revient des fois avec une autre épouse, traite mal sa femme, avec une autre mentalité. On achète du Coca-Cola, les jeunes ont une casquette Nike, j'ai même vu des jeunes femmes avec, vous savez, le jean ouvert au niveau du genou. Enfin, bon. Les valeurs de la culture dominante pénètrent malheureusement dans les communautés paysannes quechua. Ce qui n'était pas vrai donc il y a 50 ans, parce qu'il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de portable. Et ça, vous l'avez vu s'accentuer vraiment. Rapidement. Mais alors justement, ça c'est un des aspects de votre journal, parce qu'à plusieurs reprises, vous déplorez la disparition des vêtements traditionnels, la disparition d'un certain nombre de coutumes, bien que certaines subsistent d'une manière très vivante, en particulier toutes ces libations offertes à la Pachamama. Tout ça, c'est un... Mais effectivement, quand on regarde votre vidéo sur votre site, on constate que les chapeaux ronds des femmes et les jupons colorés, il n'y en a plus. Oui, c'est vrai, c'est une grande tristesse, parce que nous sommes en admiration devant ces costumes traditionnels. Et d'une façon générale, les Occidentaux, les touristes qui vont en Amérique latine ou en Amérique du Sud, sont admiratifs de ces habits qui sont extraordinaires. Et maintenant, les paysans s'habillent, comme vous et moi, donc à l'occidental, et c'est vraiment d'une grande tristesse. Bien sûr, mais enfin, les Bretons ne portent plus de gilets brodés que dans les fêtes. Oui, mais regardez, au niveau de la musique, par exemple, on a eu l'occasion, avec mon épouse, d'écouter donc la fameuse flûte de Pan, la Samponia. Et un jour, je demande à une amie paysanne, je lui demande, mais pourquoi il n'y a plus de Samponia maintenant à la campagne? Vous savez ce qu'elle me répond? Non, nous avons honte. C'est ça qui est terrible, si vous voulez, dans la confrontation entre la culture dominante et la culture authentique, donc qui est héritée des Incas, c'est que les paysans ont honte de leur culture. Et ça, c'est dramatique. Mais il y a eu une époque dans la colonisation espagnole où un certain syncrétisme se produisait entre les croyances catholiques, et puis lors des fêtes, on intégrait le diable. Tout ça n'existe plus. Si, c'est tout à fait vrai. Mais je prends l'exemple, par exemple, de l'Inti Raymi, de la fête du soleil qui existait donc à l'époque de l'Empire Inca. Les Espagnols l'ont supprimé. Et c'est remis au goût du jour par les Péruviens. Et moi, je trouve que même si ça a, disons, une dimension un peu commerciale aujourd'hui, parce que ce sont les touristes qui viennent, c'est devenu un spectacle. Mais ces 600 Péruviens qui sont obligés de s'imprégner de leur histoire, de leur culture, et qui jouent, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si ça a pris une tournure un peu spectacle, folklorique, ça me semble important de préserver cette culture. On fait comme on peut. Hein. Est-ce que Morales, pendant la période où Morales a été au pouvoir, il y a eu un effort justement fait pour encourager les ruraux à conserver cette culture? Indéniablement. Et je pense que la venue d'Evo Morales au pouvoir a redonné quand même une certaine fierté au monde quechua et aymara. C'est la première fois dans l'histoire de la Bolivie qu'un Indien arrive au pouvoir. Et c'est incontestable que ça a relevé, je dirais, l'estime de soi. Même dans son apparence, il cultivait volontiers tout à fait. cette fidélité au passé. Comme le temps passe malheureusement trop vite en vous écoutant, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications d'abord sur les résultats que vous avez obtenus, mais aussi sur les difficultés que vous avez eu à surmonter, et qui sont, quand on lit votre journal, on se demande comment vous avez pu continuer avec une telle constance
à aller passer 3 à 6 mois chaque année dans cette région pour affronter le froid, pour affronter le climat et puis ses excès, les très fortes pluies, pour affronter l'infidélité des artisans, la non-fiabilité des services techniques et des services publics. Comment avez-vous fait pour ça et qui vous a aidé? Parlez-nous un petit peu de vos auxiliaires. Oui, c'est vrai que les forces contraires, il y en a beaucoup. Mais peut-être que les forces contraires les pires, ce sont celles qui sont inscrites dans les consciences après des siècles de colonisation. Où, malheureusement, les paysans font leur les valeurs du monde capitaliste. Il y a 50 ans, avec les communautés paysannes, l'argent, c'était pas important. Les paysans ne couraient pas derrière l'argent comme ils le font aujourd'hui. Et ça vient rendre les choses difficiles. Le paysan réagit au premier degré. Qu'est-ce que ça me rapporte? Il n'échappe pas justement à la pénétration de cette société de consommation. Mais je pense que dans le concept du buen vivir, je pense que c'est important justement de faire réfléchir les paysans sur ce qu'apporte cette société de consommation. Et est-ce que c'est vraiment la condition du bonheur? C'est pas évident. Donc il y a beaucoup de forces contraires. Mais justement, quand on fait réfléchir au lieu de convaincre, quand on fait réfléchir et qu'on fait réfléchir le paysan sur qu'est-ce que ça apporte, le fait que dans ma tête, c'est l'argent premier. Où est-ce que ça nous amène? Et toutes ces valeurs négatives d'individualisme, d'égoïsme qui pénètrent les campagnes, où est-ce que ça nous amène? Donc, ce qui est important dans tout ce processus éducatif, de formation, c'est de permettre aux paysans de réfléchir sur cette société dominante, où ça l'emmène. Et d'ailleurs, vous savez, les dirigeants boliviens, David Choquehuanca, qui est le vice-président aujourd'hui, donc au pouvoir en Bolivie, parle encore de décoloniser les consciences. Mais bon, pour répondre, je n'ai pas vraiment répondu peut-être à votre question. Donc, dans la mise en œuvre, c'est une mise en œuvre qui se fait très lentement, où il faut beaucoup de patience et de persévérance, évidemment. Alors, il y a eu quand même donc les 3 premières années où on a consacré quand même beaucoup de temps à la rénovation de cette hacienda, qui est une immense bâtisse, et que nous avons réalisé avec les paysans, et qui a été l'occasion aussi d'un rapprochement. Moi-même, des fois après le travail, au moment de la paye, j'animais petites, entre guillemets, des sortes de café philo, où je faisais réfléchir les gens qui avaient travaillé avec nous sur certaines choses de la vie quotidienne, quoi. Faire accéder des personnes comme au Quechua de l'Altiplano à l'éloquence, oui, libérer leur parole, c'est quelque chose d'essentiel. Fondamental, notamment avec les femmes. Donc là, vous êtes arrivé, avec vos cafés philo, vous arriviez à des résultats, et vous le dites d'ailleurs, vous êtes arrivé à certains résultats quand même. Oui. Alors, je peux raconter aussi, j'anime, chaque fois que je vais en Bolivie, maintenant j'anime donc un atelier sur le concept du buen vivir. Et dans l'atelier que j'ai animé l'année dernière, où il y avait 21 personnes donc de 8 communautés, on a terminé donc, l'atelier, qui a duré à peu près 4 jours, sur un concours de discours, un concours d'éloquence. Et le thème, c'était évidemment le buen vivir. Ouais. Mais je pense que les paysans ont pris beaucoup de plaisir à ça, hein, et que ça a permis aussi de rehausser leur confiance en eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes, qui est globalement très basse en Bolivie. Hein. Je peux vous expliquer pourquoi. On imagine facilement pourquoi ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Hein, exactement. Une mauvaise estime d'eux-mêmes. Après des siècles, après d'abord une colonisation espagnole qui a été terrible, on le dit jamais suffisamment. C'est vrai. Et puis une réduction à un état de domination qui s'est prolongé jusqu'à nos jours. Absolument. Votre bilan, vous rentrez de Bolivie. Est-ce que maintenant vous prenez de l'âge, peut-être que vous allez ralentir un petit peu, je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que le navire est lancé et qu'il va continuer maintenant sur son air? Oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. Et ma préoccupation, évidemment, c'est que, quand nous ne pourrons plus aller en Bolivie, que, évidemment, ce centre de formation continue.
Alors, donc après la rénovation et l'inauguration du centre en 2016, il y a eu une période d'intense formation, et notamment qui se sont faites avec on a eu pas mal d'argent, et notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a financé 4 formations sur pratiquement 3 ans. Ah, le relais a été pris par la Nouvelle-Aquitaine après le Conseil régional du Limousin, qui nous a financé la rénovation. Donc il y a eu une période intense où il y avait donc des volontaires aussi qui sont venus de France, et il y a eu beaucoup de professionnels donc boliviens qui ont travaillé. Donc nous avons dit, cet état de choses ne peut pas continuer, puisque si vous voulez, c'était une dépendance pratiquement à 100% d'Horizon 19. Et donc après toute une concertation, un débat, une réflexion, nous avons convenu avec l'organisation paysanne, et ça c'est important, si vous voulez, ce lien étroit entre le centre de formation et l'organisation paysanne, que nous allions remettre donc le centre à l'État bolivien. Quand vous parlez d'organisation paysanne, vous faites allusion au syndicat national ? Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand nous étions en Bolivie il y a 50 ans, il y avait le fameux pacte militaire paysan sous Barrientos qui empêchait tout mouvement paysan. Et il y a eu donc un travail d'éducation populaire, parce qu'il y avait beaucoup d'institutions boliviennes. À l'époque, c'était la période Paulo Freire, si vous voulez, où beaucoup d'institutions dans toute l'Amérique latine s'inspiraient donc de Paulo Freire et qui ont fait un travail pendant des années. Je dirais que ça a pris peut-être au moins une trentaine d'années de conscientisation, d'éducation populaire, et ce qui a permis l'émergence de la Confédération paysanne. Et c'est cette Confédération paysanne, en fait, qui a amené Evo Morales au pouvoir. C'est grâce à la Confédération paysanne où les paysans Quechua et Aymara ont voté massivement pour Evo Morales. Chez nous, on retrouve donc ce syndicat paysan, qui est en fait l'organisation qui gère en fait la communauté. Petite parenthèse aussi, dans certaines communautés de l'Altiplano, existe encore une organisation traditionnelle de la période incaïque, qui malheureusement ont perdu leur force, mais ça perdure encore dans certaines communautés. Alors que chez nous, toute l'organisation donc, traditionnelle de la période incaïque a disparu. Et donc il y a un syndicat qui en fait gère les affaires de la communauté. Et il y a même une union donc de communautés, de syndicats communaux, ça s'appelle la Subcentral, et bien sûr tout ça existe au niveau municipal, provincial, départemental et national bien sûr. Et donc la Confédération paysanne est une organisation forte. Donc je disais que c'est avec eux que nous avons décidé que nous allions remettre le centre de formation à l'État bolivien. En sachant que faire confiance à l'État bolivien, même sous la gouvernance d'Evo Morales, c'est pas évident du tout. Et donc nous pouvons le voir en pratique. Vous êtes satisfait du travail que vous avez accompli, mais un peu inquiet pour son avenir. Oui. Je dirais qu'on est satisfait, mais aussi, je dirais que par rapport à tout ce territoire de la municipalité de Tarabuco, ça reste quand même un peu insignifiant. Globalement, il y a peut-être à peu près 300 ou 400 personnes qui sont passées dans le centre de formation. Mais pour peser dans la perspective d'installer un autre modèle de société, ça reste assez dérisoire. Parce que nous avons travaillé, nous, avec une quinzaine de communautés, mais toute la municipalité de Tarabuco, c'est 75 communautés, avec qui... et le centre de formation que nous avons créé, c'est le seul centre de formation qui existe donc sur la municipalité de Tarabuco. Mais Michel, vous avez semé. Oui. Vous avez semé, vous avez mené le bon combat. Et donc, je pense qu'à ce titre-là, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Oui, merci Jean-François de dire ça, mais je serais satisfait si par exemple, dans 5 ans, il y avait une bonne équipe de professionnels boliviens et qui continuent à œuvrer donc, pour construire le buen vivir et qui multiplient les formations dans toutes les communautés. Je me dis que c'est possible, même s'il faut considérer que dans le Chuquisaca, qui est quand même le département le plus pauvre, je dirais que le potentiel, entre guillemets, intellectuel est beaucoup plus bas que dans la périphérie de La Paz. C'est une raison supplémentaire d'être optimiste. Petite parenthèse pour répondre un petit peu sur une note satisfaisante, mais des petites satisfactions comme la dernière élection du dirigeant du syndicat au niveau de la Subcentral. À notre grande surprise, les communautés ont élu un jeune qui a participé à toutes nos formations. Et à 22 ans,
il se retrouve élu à la direction du syndicat. C'est formidable, ça. Oui. C'est sur cette note que nous allons nous quitter, et en vous remerciant beaucoup, en vous félicitant de votre constance et de votre engagement. Merci beaucoup, Michel. Oui, merci à vous, Jean-François. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean François. Hermosos recuerdos